Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Agir pour l'environnement, votre magazine entièrement consacré à l'environnement et à Mayotte. Cette semaine, nous allons parler des zones humides. Est-ce que nous prenons correctement soin de ces sanctuaires de biodiversité? L'eau manque, l'aménagement est aussi vital pour la population. Pour autant, cet aménagement ne peut pas se faire au détriment de ces zones qui, le plus souvent, sont en bord de mer. Alors, en bord de mer, dit source d'intérêt pour les aménageurs, nous allons faire un petit retour en arrière dans la saison 2 d'Agir pour l'environnement. Nous sommes en 2018 dans le sujet que vous allez regarder et nous allons pouvoir ainsi mesurer le chemin parcouru depuis 2018 sur la protection de ces zones humides et plus particulièrement sur la lagune d'Ambato. Puis, avec nos invités, Oulam Chamsidine, le président de Mayotte Nature Environnement, et puis avec Marianne Armand, qui est chargée de communication du GEPOMAI, nous allons parler des évolutions, les bonnes comme les mauvaises. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, moi j'y crois. Tout de suite, regardez le reportage de la saison 2 réalisé par Pierre Bellucci et Daniel Dunant. Les zones humides sont les seuls milieux à faire l'objet d'une convention internationale, la convention de Ramsar adoptée en 1971. Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves, il faut dire que ces zones rendent des services indispensables à l'homme. Elles contribuent à notre sécurité en cas d'inondation, de par leur capacité de rétention de l'eau. Elles participent également à l'équilibre hydrologique du territoire et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. À Mayotte, la lagune d'Ambato, située dans le village de Mtsangamouji, est particulièrement remarquable et protégée par arrêté préfectoral depuis 2005. Donc là, vous voyez tout de suite, on a déjà pas mal d'insectes qui volent, des libellules notamment. Il y a pas mal d'oiseaux aussi qui traînent autour de cette lagune. À une certaine période de l'année, on a des beaux nénuphars aussi qui sont installés là. Vous voyez derrière aussi, donc, on voit la mangrove. C'est le seul endroit à Mayotte où on trouve une mangrove uniquement constituée de palétuviers petites feuilles. Cette mangrove accueille notamment le crabier blanc, espèce en danger critique d'extinction à l'échelle planétaire. La lagune d'Ambato est donc le lieu de vie d'une faune riche et variée, mais également d'une flore exceptionnelle qui se raréfie. Occupation illégale, brûlis, monoculture, plantes arrachées, arbres abattus. Les mauvaises pratiques mettent quotidiennement à mal les zones humides. On peut le voir aussi, il y a pratiquement un petit village implanté au cœur de la zone humide de la lagune d'Ambato. Et là, c'est la mosquée de la lagune d'Ambato. Comme on est habitué à Mayotte, on a des mosquées partout, c'est bien, mais celle-ci, le lieu d'implantation non plus n'est pas adapté. En plus, souvent, ils agrandissent la mosquée. On voit qu'il y a du béton qui est écoulé pendant les vacances de juillet-août. Là où nous sommes, on voit ça a été fait récemment. Depuis 2016, la DEAL préside un comité de suivi réunissant la commune, le conseil départemental, des associations ou encore la police de la nature. Grâce à cette collaboration, l'association Jardin assure une présence quotidienne aux côtés des inspecteurs de l'environnement et des agents du conseil départemental. Ces gardiens, souvent accompagnés de services civiques, jouent un rôle de médiateur et sensibilisent la population à l'importance de protéger cette zone unique. Au début, on essaie d'aller à la rencontre des gens qui occupent le site, pour essayer de leur expliquer que le site est important, etc. Essayer de les convaincre de ne plus planter. Et puis dès qu'ils s'arrêtent, on voit la nature d'une façon naturelle, elle reprend tout de suite sa place. Après 2 ans d'action, les résultats de cette sensibilisation sont très encourageants. La DEAL travaille par ailleurs à l'élaboration d'un plan d'action en faveur des zones humides du département. Celles à prendre en charge sont hiérarchisées et priorisées en fonction de leur fonctionnalité, de la biodiversité qu'elles accueillent et des menaces qu'elles encourent. Objectif, sanctuariser ce patrimoine local aux nombreuses vertus. La seule richesse qu'on a, c'est notre nature. Le développement économique de Mayotte, je pense que le côté touristique doit jouer un rôle essentiel. L'idée, c'est d'essayer de créer un sentier pédagogique en lien avec la commune, avec l'association Jardin aussi, pour pouvoir faire découvrir au public la zone humide, ce que c'est. Depuis 1900, plus de 64% des zones humides dans le monde ont été asséchées ou perdues. L'île aux lagons en possède à elle seule 5800 hectares, soit 14% du territoire. Un chiffre très important, même si seuls 1600 hectares de cet écosystème, vital pour la survie de l'humanité, restent épargnés par les dégradations de l'homme.
Bonjour Marianne Armand. Bonjour. Vous êtes chargée de communication du GEPOMAI. Oui. Bonjour Oulam Chamsidine. Bonjour. Vous êtes président de Mayotte Nature Toujours. Environnement. Presque plus la peine de vous présenter en réalité. Alors madame, monsieur, comment se porte la lagune d'Ambato aujourd'hui? La lagune d'Ambato se porte plutôt bien. On travaille encore dessus, notamment le GEPOMAI. Elle est toujours classée en APPB, donc avec un arrêté préfectoral de protection de biotope. Et donc, Elle est classée Ramsar aussi, non? Non, elle n'est pas classée Ramsar. C'est un espace naturel sensible, il me semble également. Et en fait, le projet du parcours pédagogique dont on parlait dans ce reportage va bien avoir lieu et le GEPOMAI travaille toujours dessus. C'est prévu pour bientôt. Oulam, pourquoi une zone humide, c'est si important pour la vie? La zone humide est importante parce que c'est une zone d'arrêt tampon de l'eau déjà. C'est un milieu où se stagne l'eau. Et cette eau qui s'arrête à un milieu permet à une certaine biodiversité de se développer, une biodiversité particulière à la fois sur le plan des espèces, mais aussi de faune, flore. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des arbres qui constituent à la fois des habitats, donc essentiels pour la vie des oiseaux. Et donc, c'est une richesse incontestable, oui. Quelles sont, à Mayotte, les autres zones humides qui présentent un intérêt au même titre que la lagune d'Ambato, qui bénéficie de beaucoup d'actions en réalité? Alors nous, on travaille énormément sur les zones humides qui sont des sites d'alimentation du crabier blanc, dont on parlait, l'oiseau le plus menacé de Mayotte. Donc, il y a l'a vu d'ailleurs dans le reportage, tout blanc. Sous les deux plumages, donc oui. C'est super, ça le représente bien. Et en fait, nous, on travaille donc sur les prairies humides, qui sont des sites d'alimentation très importants pour cet espace, et également sur les mangroves, qui sont les sites de reproduction. Mais il y a énormément de types de zones humides différentes à Mayotte, enfin plus d'une dizaine, dont le lac Cariani aussi, qui est son principal site d'alimentation, vraiment le lieu phare du GEPOMAI aussi, parce qu'on y trouve une biodiversité très importante et une avifaune très importante. Lors de la présentation par le Parc naturel marin récemment de son programme d'action pour 2023, il a été annoncé que la mangrove de Bouéni pourrait être classée au titre des zones humides et plus particulièrement du protocole de Ramsar. C'est une bonne chose? C'est une bonne nouvelle, on ne peut que s'en réjouir parce que ce qui manquait dans une partie des zones humides, c'est d'avoir un cadrage, un statut. Et un statut permet de donner un certain nombre d'avantages, notamment accès au financement pour une gestion. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que toute cette zone-là, les zones humides sont classées à la fois par l'agriculture, notamment les zones humides sont propices à toutes les cultures qui aiment de l'eau, notamment les songes. Mayotte, on ne fait plus de riz pluvial, mais on a aussi une autre concurrence qui est les zones de pâturage des ébus que parfois aussi causent des dégâts. Donc si le territoire de Mayotte bénéficie à un certain nombre de statuts, là on voit les ébus qui dans l'arrière-mangrove. Dans l'arrière-mangrove. Donc, ça veut dire qu'on a une chance inouïe de remettre ces sites en fonctionnement pour la simple bonne raison, c'est qu'ils auront des subventions, donc il y aura la présence. Ce qui est important ici, c'est la présence. Dès que vous êtes là régulièrement, les gens ils ne vont pas venir dans les heures à la journée où vous travaillez. Donc, s'il y a une présence, forcément, il y a des protections, des activités qui se font, qui sont favorables au développement de la biodiversité. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, Marianne, la mangrove de Bouéni? Alors déjà, c'est la plus grande mangrove de l'île, dans sa surface, sans être découpée, quoi. Donc la plus vaste mangrove de l'île. Et il y a aussi il n'y a pas que la mangrove, il y a toute l'arrière-mangrove qui est également très importante, qui va permettre justement de protéger cette mangrove des ruissellements dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, nous, on aimerait bien que ce soit la totalité donc, de la baie de Bouéni avec les arrière-mangroves qui soient protégées. On en veut toujours plus, hein. Mais c'est ça qui est
notamment aussi important, c'est que c'est un lieu de reproduction du crabier blanc qu'on essaye énormément de protéger sur l'île. C'est devenu une espèce emblématique et un de notre patrimoine naturel, quoi. Bien sûr. J'avais envie de vous demander, ce type de classement à Mayotte, ça apporte quoi? Le fait d'avoir des zones humides qui sont inscrites au patrimoine naturel, ce que vous disiez tout à l'heure, les espaces protégés, d'avoir peut-être cette zone humide de Bouigny classée dans le cadre de la convention Ramsar, ça nous apporte quoi? C'est des sites qui sont très recherchés. Il y a des tourismes qui sont directement attirés par ce type de statut, Ramsar, patrimoine mondial de l'humanité. Donc, il y a un tourisme qui est consommateur. Et puis, peut-être c'est une particularité ou une spécificité qui est dans l'outre-mer. Peut-être que plus grande population touristique s'intéresserait sur cette originalité, puisque toutes les zones humides ne se ressemblent pas. Mayotte est une particularité. Donc ça, c'est aussi l'attrait touristique, mais en même temps pour nous, de conserver un certain nombre d'espèces, parce que ma génération a la responsabilité de transmettre, je ne dis pas 100% de ce que nos parents nous ont légué. Là, c'est déjà fichu. Hein. Mais au moins, on aura la fierté d'avoir au moins assuré ce rôle de transmission à nos générations futures. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Quelles sont les autres zones humides qui devraient bénéficier d'un classement? Parce que je crois qu'au GEPOMA, vous travaillez sur des dossiers. Oui, alors on travaille également sur la labellisation Ramsar du lac Kariani dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est très beau. Qui est très beau, qui est le seul lac naturel d'eau douce de l'île, qui a une avifaune exceptionnelle. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est vraiment un lieu magnifique juste pour se reposer, pour faire une petite balade. Et donc après, nous, il y a plusieurs sites sur lesquels aussi on travaille, sur des arrêtés préfectoraux pour la protection de biotopes, espaces naturels sensibles. Actuellement, le seul site Ramsar de Mayotte, c'est la Vasière des Badamiers sur Petite Terre. Donc on peut faire plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite? Parce que les pressions, et on va en parler juste après, les pressions anthropiques, elles augmentent. Si les sites ne sont pas classés, il peut y avoir des concurrences d'usage qui font qu'on ne les classera pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant on a le cadre réglementaire, ça ce qui était important, et on a les outils pour accompagner, mais en même temps, on a une chance inouïe, c'est que Mayotte est en développement et le législateur, dans sa doctrine éviter, réduire, compenser, il va y avoir plein de sources de financement, parce qu'avant, dans les compensations, les gens ils plantaient un arbre par ici, un arbre par là. Maintenant, ils exigent qu'ils accompagnent tous les plans nationaux d'action. Donc, ça va être si je dis n'importe quoi, l'État construit une école, on va évaluer les impacts. Donc, ça ne sera plus planter un arbre à droite ou à gauche. Si c'est le crabier blanc qui est impacté, ils ont l'obligation à la fois de travailler sur un site qui a un gestionnaire de milieu naturel avec un financement pluriannuel, parce que le législateur veut qu'il y ait du suivi, des choses concrètes. Donc, on a à la fois cette concurrence de l'urbanisation, de concurrence en termes d'agriculture, mais en même temps, on se renforce avec des moyens. Donc, les structures pouvons se doter des agents. Il y a un espoir. Moi, j'y crois. Aujourd'hui, les pressions, les risques qui planent sur nos zones humides, ce sont lesquels concrètement, le plus grave? Le plus grave actuellement, c'est justement l'urbanisation. De nombreux aménagements sont faits sur des zones humides qui étaient là il y a encore 10 ans et prennent encore beaucoup de place. Ce sont des sites qui sont généralement plutôt faciles pour la construction, avec des remblais, etc. Mais en fait, il y a quand même des aspects positifs. Les collectivités s'intéressent de plus en plus aux zones humides et veulent les protéger. On travaille aussi avec les agriculteurs. Il n'y a pas uniquement cette concurrence. On peut aussi faire du travail avec les agriculteurs pour que le pâturage soit raisonné
Et donc les ébus qui peuvent, s'ils sont trop nombreux, piétiner les prairies humides, et ben là, ils peuvent aussi permettre de garder ces milieux ouverts s'il n'y en a pas trop et si on travaille bien avec les agriculteurs pour ce pâturage raisonné. Donc il y a des menaces, mais on peut toujours pallier à ces menaces, contourner et travailler ensemble en fait en se concertant. Et ça marche ce travail en réseau? Parce que c'est nouveau à Mayotte. Ça marche, mais il y a aussi un élément que je voulais rajouter qui est important, c'est qu'on a beaucoup avancé en termes de connaissances. Donc du coup, c'est un élément aussi qui nous aide à mieux... en termes de connaissances, c'est-à-dire de milieux humides, les espèces végétales qui y sont, comment faire en sorte que les impacts qui sont liés à ces espèces qui sont rares, comment les restaurer. On commence à connaître mieux notre milieu. Donc, je pense que même si on ne gagne pas en termes de superficie énorme, mais on va gagner en termes de technicité, on va gagner en termes de qualité. Hein? De qualité aussi. Un nombre de qualité, exact. On dit que les zones humides sont des lieux de vie protégés des espèces, des animaux, mais aussi des plantes. Aujourd'hui, à Mayotte, ces zones humides qui sont réparties sur le département protègent quels animaux et protègent quelles plantes en particulier? Alors, évidemment, le crabier blanc, on en a déjà parlé, mais encore. Les mangroves, par exemple, ce sont des sites où vont se développer les petits poissons. Ça va être les poissons vont grandir dans les mangroves et une fois qu'ils sont assez grands, ils pourront aller dans le lagon. Il y a aussi énormément d'invertébrés qui vont se développer au niveau des mangroves. Et après, il y a c'est un site d'alimentation pour de nombreuses espèces et pas que le crabier blanc. Oulam, en termes de plantes, qu'est-ce qu'on trouve d'exceptionnel dans les zones humides qu'on ne trouve pas ailleurs? Je n'ai pas les noms exacts très précisément, mais il y a une espèce qui prospère dans ces mangroves qui joue aussi le rôle d'habitat. Mais aussi, c'est une plante où son système racinaire joue un rôle de symbiose avec les éléments, parce qu'il est capable aussi de fixer un certain nombre des éléments qui sont propices à l'autre. Donc, il y a une espèce de symbiose, d'échange entre les éléments qui font que c'est un endroit magnifique. D'ailleurs, quand vous regardez sur ces endroits-là, quand les agriculteurs s'introduisent, on voit très bien que leur culture se développe bien, parce que c'est une zone d'atterrissage des éléments minéraux qui sont apportés dans le ruissellement. C'est des sols riches, fertiles et qui sont propices au développement de certaines espèces. Particulièrement, on voit très bien des plantes médicinales où les gens les utilisent dans les rites traditionnels, etc. Donc, tous les fundis, si vous êtes apprenti d'un fundi, il va vous amener dans ces lieux-là parce que c'est là où vous trouvez une diversité des espèces. Les pollutions. Quels sont les impacts des pollutions? Je pense aux déchets, je pense aux embâcles, par exemple, aussi dans les rivières qui alimentent quelque part ces zones humides. C'est quoi leur impact sur la qualité de la zone humide? Alors déjà, tout ce qui va arriver justement du ruissellement, c'est tout simplement des produits chimiques qui peuvent modifier tout l'écosystème. Il y a beaucoup de pollution chimique à Mayotte aujourd'hui? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre, je ne suis pas spécialisée, mais il y a quand même, c'est connu que, notamment avec la lessive dans les rivières, il y a quand même des produits chimiques qui ruissellent, l'utilisation de pesticides. Alors après, j'ai aucune idée du chiffre. Et après, il y a tous les déchets également, des déchets qui vont permettre à des espèces exotiques envahissantes de se développer sur les zones humides. Par exemple, il y a de plus en plus de rats qui, eux, ne sont pas bénéfiques à la biodiversité indigène parce qu'ils n'ont jamais connu le rat et ils n'ont pas tous les outils pour se défendre contre ce nouveau prédateur. Ouais. Et il va y avoir aussi tout, donc avec les rejets de l'agriculture, des graines d'espèces exotiques envahissantes, d'espèces végétales, cette fois-ci je parle exotiques envahissantes, qui vont pouvoir se développer sur ces milieux et les refermer totalement. L'érosion, qui est un vrai problème à Mayotte, on le sait, le projet Les Élames l'a qualifié à de nombreuses reprises. Est-ce que l'érosion a un impact sur les zones humides de Mayotte ? En tous les cas, le lagon est une zone humide, incontestablement. Et quand on regarde les quantités, j'ai en souvenir 20 tonnes
20 000 tonnes de déplacement terrigène vers le lagon par an, c'est énorme. Et donc, il y a ces zones humides qui constituent une zone d'atterrissage. C'est bien parce que ça apporte un certain nombre d'éléments minéraux pour alimenter les plantes, mais c'est vrai que tous ces carcasses de voitures avec de l'huile, les batteries avec des acides, etc., qui viennent, on le voit très bien. Et souvent, on voit que l'arrière mangrove est atteint. On n'a pas les éléments d'explication, mais on suppose que, par exemple, quand vous passez à Mangajout, toi qui passes assez souvent, on voit que l'arrière mangrove est un peu touché. On suppose que ces éléments, c'est des éléments ou des agressions qui viennent de la grande terre qui impactent les mangroves. Comment on peut convaincre aujourd'hui les aménageurs déjà de maîtriser mieux leur chantier pour éviter la situation que vous venez de décrire, mais également pour s'éloigner des zones humides? Pour moi, les premiers aspects pour convaincre les aménageurs, ça va être de leur expliquer l'utilité de ces zones. En fait, ce sont des zones, comme on dit, très importantes pour la biodiversité, mais aussi très importantes pour l'homme. Il va y avoir un stockage de l'eau qui peut être restitué en temps de sécheresse. Il va y avoir un stockage du carbone aussi qui va lutter contre le changement climatique. C'est aussi des lieux très importants pour le tourisme, où Oulam parlait. En fait, il faut montrer aux gens que ce ne sont pas juste des champs pleins d'eau, mais des zones qui sont très importantes pour la biodiversité dont fait partie l'homme. Et c'est vrai que les avantages écosystémiques sont immenses. Et on a du mal à comprendre comment on continue à piétiner cette zone. Mais ce que je vais dire aussi, c'est que dans tout système de fonctionnement, il faut un peu de contrôle. Je ne peux pas comprendre que tous les intercos font leur PLU et après, personne ne regarde ce qui se passe. Une collectivité est crédible quand il sait faire respecter ses lois. Oui. Et là, c'est un domaine où nous devons tous converger, à la fois sensibiliser la population, mais être pied ferme avec les collectivités qui doivent être exemplaires. Alors, c'est peut-être une question, mais peut-être de société, mais on le voit à Mayotte, on est de plus en plus nombreux. Le besoin, l'envie de se développer augmente. On a envie de vivre mieux, dans de meilleures conditions de vie. Comment on va pouvoir, avec le temps qui passe, concilier le besoin de répondre à ces attentes de développement et de vivre mieux avec la nécessité de préserver les conditions de vie, vous le disiez, qui abritent l'homme. Parce que sans zone humide, sans ce genre de choses, nous n'existerons plus sur Mayotte, nous, en tant qu'êtres humains. Comment on concilie les deux aspects? Ce qui est important, il faut que Mayotte est un petit territoire où il faut mieux organiser les choses. Là, j'ai quelques inquiétudes parce que le SAR veut constituer un grand Mamoudzou qui tend vers Mamoudzou, Longoni, Tsingoni. C'est la zone définie comme des zones potentiellement à croissance. Mais en même temps, il faut qu'on fasse attention parce que c'est là où les deux grandes ressources en eau y sont, avec quelques endroits qui ont une biodiversité exceptionnelle, notamment la forêt de Majimbini, Chikoni, etc., où on a des espèces endémiques qui et sont... de la forêt primaire qui reste encore dans ces zones-là. Exactement. Donc, on est très, très inquiet, à la fois par cette envie de développement, mais je crois que Mayotte, il y a le développement, la croissance de la population, le besoin en alimentation, en agriculture. Et on voit dans cette préoccupation-là, c'est les agriculteurs avant tout qui coupent un peu les arbres qui sont dans le mangrove pour constituer un peu de lumière, parce que quand tu as une plante qui a trop de lumière, il y a concurrence en termes de lumière, concurrence en termes de minéraux, donc ils élaquent un peu et petit à petit, ils y vont jusqu'à avoir peu d'arbres. Et donc, nous, on doit trouver une manière comment faire l'urbanisme. À mon avis, il faut monter en hauteur, mais rester naturel. La population... au sol, en fait. On monte en hauteur, mais on ne mange pas de terrain à côté, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, en même temps, l'autre difficulté, c'est l'agriculture. Comment développer une agriculture
dans un territoire en pleine explosion démographique. Je dis toujours, Mayotte n'a pas vocation d'avoir 1 million d'habitants. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'y mette tous, il faut qu'on revienne dans les préconisations qui ont été... qu'on fait l'objet de sensibilisation de la population, mais il faut qu'on se dise, à Mayotte, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on peut faire, on sait très bien, les cultures vivrières, on peut le faire, les maraîchages, on ne peut pas le faire parce qu'on est en concurrence avec l'eau, qui est une source rare, et vous l'avez vu dans les éléments qu'on a observés. Moi, toute ma vie, je n'ai jamais vu la retenue de collinaire de Combani aussi bas en 30 ans que ce qu'il y a là. Donc, du coup, il faut qu'on fasse des choix, il faut qu'on fasse des priorités, il faut que Mayotte, le déménagement, l'aménagement de Mayotte soit voulu. Et pas subi. Exactement. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Pour cette émission. Et puis, nous, on se retrouve très vite, la semaine prochaine, pour une nouvelle émission d'Agir pour l'environnement.